Personne n'a besoin de ton argent ni de toi, susurra ma sœur pour m'humilier à l'anniversaire de papa. Alors j'ai repris sa Jeep et arrêté de payer son prêt hypothécaire. Quand les huissiers sont entrés dans son salon, elle s'est effondrée. Je m'appelle Rosemary et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé que mon plus grand chagrin viendrait de ma propre sœur. Lors de la célébration du 65e anniversaire de notre père, Amanda m'a publiquement humilié avec 6 mots cruels. Personne n'a besoin de ton argent, ni de toi. La pièce tomba silencieuse. Des années de soutien financier, y compris sa Jeep rutilante et le paiement de la hypothèque de son salon, semblaient soudainement des chaînes plutôt que des cadeaux. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute notre famille. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous, appuyez sur ce bouton d'abonnement, et restez à l'écoute pour voir comment un seul moment de manque de respect a tout changé entre nous. En grandissant dans une petite ville du Connecticut, Amanda et moi partagions tout. Une chambre avec un papier peint à fleurs, des vêtements de seconde main, et le douloureux souvenir du divorce de nos parents quand j'avais 12 ans et elle 10. Notre monde s'est fracturé ce jour d'automne où papa a fait ses valises et a déménagé de l'autre côté de la ville. Maman a pleuré pendant des semaines, me laissant endosser un rôle pour lequel j'étais beaucoup trop jeune. Mère par intermittence, protectrice pour ma petite sœur. Rose, où maman va-t-elle trouver de l'argent maintenant, demanda Amanda une nuit, son petit corps blotti contre le mien dans le lit du bas. Je prendrai soin de nous, promis-je, en lui caressant les cheveux. Je m'assurerai toujours que nous ayons assez. Cette promesse a façonné toute ma vie. Pendant que les autres adolescents se concentraient sur leurs amis et leurs fêtes, j'étudiais sans relâche, déterminé à briser les difficultés financières de notre famille. Quand maman a pris un second emploi comme serveuse, je préparais les dîners et j'aidais Amanda avec ses devoirs. Quand les enfants du voisinage taquinaient Amanda à propos de ses vêtements de friperie, j'utilisais mon argent de babysitting pour lui acheter une veste à la mode pour son anniversaire. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse complète pour la Northwestern University, étudiant la finance avec une concentration absolue. Les amis de l'université m'invitaient à des voyages de vacances de printemps auxquels je n'ai jamais assisté, à des fêtes auxquelles j'ai renoncé pour des sessions à la bibliothèque. Mon seul objectif, la sécurité financière qui pourrait s'étendre au-delà de moi-même à ma famille. Pendant ce temps, Amanda s'est épanouie socialement au lycée. Belle et charismatique, elle sortait avec le capitaine de football, Jackson Harris, et se concentrait davantage sur son emploi du temps social que sur ses études. Quand elle a obtenu son diplôme, elle a fréquenté un collège communautaire à Contrecœur pendant un semestre avant d'abandonner pour épouser Jackson à 20 ans. « Es-tu sûr de ça ?» ai-je demandé lors de son essayage de robe de mariée. « Tu pourrais finir l'école d'abord, construire une carrière. Nous ne pouvons pas toutes être des robots comme toi, Rose, a-t-elle ri, en tournoyant dans sa robe de mariée. Certaines d'entre nous veulent vraiment une vie en dehors des feuilles de calcul et des marchés boursiers. Ces paroles m'ont blessé, mais j'ai souri quand même, en lui écrivant un chèque pour le lieu de mariage de ses rêves comme cadeau. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention au summa cum laude, j'ai accepté un poste dans une prestigieuse société d'investissement à New York. Des semaines de travail de 60 heures, des événements de réseautage et un apprentissage constant ont défini ma vingtaine. Chaque promotion apportait non seulement une satisfaction personnelle, mais aussi la capacité de faire plus pour ma famille. Quand maman a eu besoin d'un nouveau toit, je l'ai couvert. Quand papa a eu des factures médicales imprévues après son second divorce, je les ai payées sans poser de questions. Amanda et Jackson se sont installés dans notre ville natale. Elle a terminé ses études de cosmétologie et rêvait d'ouvrir son propre salon. Leur mariage a connu des moments difficiles lorsque Jackson a perdu son emploi dans la construction pendant la récession. J'ai reçu des appels à minuit d'Amanda pleurant à propos de factures impayées et d'une potentielle expulsion. « Combien te faut-il » demandai-je, déjà en train de chercher mon chéquier. Les montants ont augmenté avec le temps. D'abord pour le loyer, puis pour un acompte sur une maison modeste, et finalement pour les coûts de démarrage de Blush & Blow, le salon qu'Amanda avait toujours imaginé. Chaque fois, elle promettait de me rembourser un jour. Chaque fois, je lui disais de ne pas s'en inquiéter. À quoi servent les sœurs, disais-je, croyant sincèrement que mon succès financier était dénué de sens si je ne pouvais pas le partager avec ceux que j'aimais. Il y a 2 ans, Amanda a appelé avec enthousiasme à propos d'une opportunité d'affaires. Un espace commercial de premier choix s'était libéré dans le quartier rénové du centre-ville de notre ville natale. Le loyer était triple de ce qu'elle payait actuellement, mais l'emplacement pouvait transformer son petit salon en l'établissement de luxe dont elle rêvait.
C'est tout ce que j'ai jamais voulu, Rose. Mais la banque n'approuvera pas le prêt sans une garantie substantielle. Non seulement j'ai co-signé l'hypothèque, mais j'ai effectué les paiements mensuels directement à la banque. 6 mois plus tard, lorsque sa vieille voiture est tombée en panne, j'ai acheté une toute nouvelle Jeep Grand Cherokee pour elle, gardant le titre à mon nom à des fins d'assurance, mais lui disant de la considérer comme la sienne. Tu es un ange, s'est-elle exclamée au téléphone. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ce que je ne réalisais pas, c'était la façon dont ces actes de générosité apparaissaient à Amanda. Alors que je les voyais comme l'accomplissement de ma promesse d'enfance et des expressions d'amour, une obscurité grandissait en ma sœur, le ressentiment. Lors de mes rares visites à la maison, j'ai remarqué des changements subtils. Amanda faisait des commentaires désinvoltes sur mon sac à main de créateur ou mon style de vie chic. Elle me présentait à ses amis comme « ma sœur, la grande ponte new-yorkaise », avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quand j'offrais des conseils commerciaux pour son salon, elle les écartait rapidement. « Tout le monde ne peut pas être un génie de la finance comme toi, Rose », disait-elle avec un rire qui portait une pointe d'amertume. Certaines d'entre nous sont juste de simples campagnardes. J'ai ignoré ces moments comme des taquineries inoffensives, n'imaginant jamais l'amertume qui rongeait sous la surface. J'étais tellement concentré sur la fourniture d'une stabilité financière que j'ai manqué la distance émotionnelle qui grandissait entre nous avec chaque chèque que j'écrivais. Je croyais que l'argent pouvait résoudre des problèmes, guérir des blessures et montrer de l'amour quand j'étais trop occupé pour être physiquement présente. Cette croyance finirait par se briser de la manière la plus douloureuse possible. Le mois dernier, je suis rentré à la maison pour le 65e anniversaire de papa. Malgré leur divorce depuis plus de 20 ans, maman et papa avaient atteint une relation amiable, en grande partie pour les réunions de famille. Papa s'était remarié et avait divorcé à nouveau, vivant maintenant seul dans un condo. Je l'avais aidé à l'acheter lorsque le besoin de downsizing s'était fait sentir. Je suis arrivé chez lui en portant une petite enveloppe bleue contenant 2 billets en première classe pour l'Europe. Une visite guidée de 3 semaines dans des pays dont il avait toujours rêvé de visiter mais qu'il n'avait jamais eu les moyens d'expérimenter. Tu peux y aller avec qui tu veux, lui ai-je dit en me garant avec ma voiture de location. Peut-être cette gentille dame de ton club de lecture que tu as mentionné. Le modeste rassemblement comprenait environ 15 personnes, la famille proche, quelques amis de papa, et quelques voisins. Amanda avait décoré le condo avec des ballons et des photographies couvrant des décennies de souvenirs familiaux. J'ai remarqué plusieurs cadres la montrant avec papa lors de sorties de pêche et de barbecue dans le jardin, des événements auxquels mon emploi du temps chargé m'avait obligé de manquer. Regardez qui a finalement fait le déplacement, a annoncé Amanda alors que j'entrais, son ton léger, mais avec un sous-entendu que j'ai choisi d'ignorer. Elle était magnifique dans une robe à fleurs, les cheveux parfaitement coiffés comme elle le faisait pour la page Instagram de son salon. Elle m'a serré brièvement, l'odeur d'un parfum coûteux persistant entre nous. Joli blazer, Armani. Juste quelque chose que j'ai pris pour le travail, ai-je répondu, minimisant l'étiquette de créateur. Papa m'a embrassé chaleureusement, une joie sincère dans ses yeux. Ma fille qui a réussi, tout droit venue de la grande ville. Nous nous sommes rassemblés autour de la table à manger pour un repas fait maison. Amanda avait préparé tous les plats préférés de papa, rôti de bœuf avec légumes racines, purée de pommes de terre à l'ail, et sa tarte aux pommes adorée en dessert. Je me suis assise un peu maladroitement, consciente de mon statut d'outsider dans cette communauté soudée que j'avais laissée derrière moi pour des gratte-ciel et des salles de conseil. Alors, comment la vie te traite-t-elle, demanda l'oncle Pet, ami de longue date de papa. Toujours à faire des millions pour ces types de Wall Street. Pas des millions, ai-je ri, mal à l'aise avec l'exagération. Mais le cabinet se porte bien. Elle est modeste, a interrompu Amanda. Ma sœur possède pratiquement New York à ce stade. La conversation a tourné autour des mises à jour de carrière, des potins locaux et des souvenirs des jeunes années de papa. J'ai essayé de m'engager, posant des questions sur la vie des gens et écoutant attentivement, consciente de la rareté de ma participation à ces moments familiaux ordinaires. Après le dîner, est venu le moment des cadeaux. Papa a ouvert chaque présent avec une réelle appréciation, équipement de pêche de l'oncle Pet, une boîte en bois faite à la main de son voisin, un album photo de maman. Amanda lui a offert un voyage de pêche dans un lac voisin, y compris un séjour de week-end dans une cabane rustique. C'est parfait, ma chérie, a dit papa en la serrant. Tu sais toujours exactement ce que j'aimerais. Quand il a ouvert mon enveloppe, ses yeux se sont écarquillés. L'Europe en première classe, Rosemary. C'est trop. Rien n'est trop pour toi,
papa, ai-je dit sincèrement. Tu mérites de voir le monde. J'ai remarqué le sourire d'Amanda se resserrer alors qu'elle remplissait les verres de vin. Toujours la grosse dépenseuse, a-t-elle murmuré, assez fort pour que ceux qui étaient à proximité l'entendent. Alors que papa continuait d'exprimer son enthousiasme pour le voyage, il a mentionné en passant, Rosemary a toujours été si généreuse. Saviez-vous qu'elle a aidé Amanda à obtenir ce magnifique salon en ville et cette nouvelle Jeep qu'elle conduit? La pièce est devenue inconfortablement silencieuse. Amanda s'est figée près de l'entrée de la cuisine. Bouteille de vin toujours à la main. Papa, dit-elle vivement. Personne n'a besoin d'entendre ça. Je dis juste combien je suis fier, a poursuivi papa, ignorant l'attention. Mes deux filles réussissent à leur manière. Amanda avec son entreprise en pleine croissance et Rose qui aide toujours la famille. C'est alors que c'est arrivé. Amanda a posé la bouteille de vin avec une telle force que du liquide rouge a éclaboussé la nappe blanche. Personne n'a besoin de ton argent, ni de toi, a-t-elle craché, ses yeux fixés directement sur les miens. Tu penses pouvoir acheter notre amour? Papa à moi. Maman à moi. Ton argent est la seule chose que tu aies à offrir parce que tu es trop occupée et importante pour quoi que ce soit d'autre. La pièce tomba complètement silencieuse. J'ai senti le sang monter à mon visage, l'humiliation me brûlant alors que 15 pères Dieu faisaient des allers-retours entre nous, puis baissaient maladroitement vers leurs assiettes de dessert. Amanda, ça suffit, a finalement dit maman. Mais les dégâts étaient faits. Je disais juste merci, papa, marmonna Amanda, visiblement mal à l'aise. Eh bien, ne la remercie pas pour mes affaires, a poursuivi Amanda, les larmes lui montant aux yeux. Je n'ai jamais demandé sa charité. Elle arrive juste avec sa carte de crédit, pensant qu'elle peut tout réparer tout en manquant chaque fête, chaque moment important. Où étais-tu quand papa a eu son opération de la vésicule biliaire l'année dernière? Oh, right. Une conférence à Tokyo. Je suis resté figé, incapable de formuler une réponse. Chaque acte de générosité que j'avais jamais fait semblait soudainement tordu, utilisé comme une arme contre moi. Le pire, c'est que personne, pas même papa, ne m'a défendu. Ils ont détourné le regard, mal à l'aise mais silencieux, leur silence semblant approuver l'évaluation d'Amanda. Je devrais y aller, ai-je finalement réussi à rassembler mon sac à main. Bon anniversaire, papa. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Les larmes brouillant ma vision alors que je cherchais maladroitement les clés de ma voiture de location. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer, m'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, me suive avec des mots de réconfort ou de défense. Personne n'est venu. J'ai repris la route jusqu'à ma chambre d'hôtel. Les mots de ma sœur résonnant, personne n'a besoin de ton argent, ni de toi. De retour dans ma chambre d'hôtel stérile, j'ai enlevé mes talons et me suis effondré sur le lit, toujours dans mon blazer de créateur et mon chemisier en soie. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de moi alors que j'essayais de traiter ce qui venait de se passer. Après 20 minutes à fixer fixement le vide, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui m'avait toujours donné la vérité brute, ma colocataire d'université et meilleure amie, Sarah. Elle a dit quoi? S'est exclamée Sarah après que j'ai raconté les événements de la soirée. Après tout ce que tu as fait pour elle. Peut-être qu'elle a raison, ai-je murmuré, la gorge serrée par des larmes non versées. Peut-être que j'ai utilisé l'argent comme substitut à ma présence réelle. La voix de Sarah s'est durcie. Rosemary. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je ne voulais pas te le dire plus tôt parce que je savais que ça te ferait mal. Mon estomac s'est serré. Dis-moi quoi. L'année dernière, lors de cette conférence financière à Chicago, j'ai croisé ta cousine Lily au bar de l'hôtel. Elle y vit maintenant, tu te souviens? Nous avons discuté et elle a mentionné Amanda. Sarah a hésité avant de continuer. Apparemment, Amanda a dit aux gens de notre ville qu'elle était celle qui soutenait tes parents, qu'elle s'occupait de la pauvre Rosemary, travailleuse acharnée, qui n'avait pas le temps pour la famille. Elle a même sous-entendu à Lily que le salon était entièrement sa propre réalisation. Je me suis redressé. Ce ne peut pas être vrai. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Il y a plus, a continué Sarah à contre-cœur. Lily m'a montré l'Instagram d'Amanda. Toutes ses publications sur entrepreneuse autodidacte et construire à partir de rien. Une légende disait même, pas de passe-droit nécessaire, juste du travail acharné et de la détermination. La trahison fut plus profonde que l'éclat public d'Amanda.
Non seulement elle avait rejeté mon aide, mais elle l'avait activement nié tout en acceptant chaque chèque. J'aurais dû te le dire plus tôt, a dit Sarah doucement. Mais je pensais que peut-être elle voulait juste sauver la face. Tout le monde veut paraître réussi à sa manière. Après avoir raccroché avec Sarah, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai cherché Amanda sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé a confirmé tout ce que Sarah avait dit. Des photos d'Amanda posant à côté de sa Jeep avec des légendes sur le fait de me récompenser pour tout mon dur labeur. Des photos de son salon avec de longs paragraphes sur la construction de mon empire brique par brique. Le pire, des commentaires d'amis de la ville natale faisant l'éloge de son esprit d'entreprise et de son histoire de succès partant de rien. Pas une seule fois en centaines de publications, il n'y a eu aucune reconnaissance de mon soutien financier. Bouleversé par cette découverte, j'ai appelé mon cousin Thomas, qui avait toujours été proche d'Amanda et de moi. Je me demandais quand tu allais enfin appeler à ce sujet, a-t-il dit avec un soupir. Ça dure depuis des années, Rose. Thomas a révélé qu'Amanda faisait fréquemment des commentaires sur la façon dont j'essayais de la contrôler avec de l'argent et comment j'étalais mon succès. Elle avait même dit aux membres de la famille que je la faisais supplier pour obtenir de l'aide, alors qu'en réalité, j'avais toujours offert mon aide avant qu'elle n'ait besoin de la demander. Mais pourquoi personne ne m'a dit, ai-je demandé. Toute ma famille me l'avait caché? Nous pensions que tu savais à un certain niveau, a admis Thomas. Et honnêtement, la plupart des gens évitent le conflit. C'était plus facile de hocher la tête que de la confronter. Mon enquête s'est poursuivie jusqu'à minuit. Les mains tremblantes, je me suis connecté à mes comptes bancaires en ligne, parcourant des années de transactions. Le montant total que j'avais donné à Amanda au fil des ans était stupéfiant. Près de 300 000 $ entre l'hypothèque du salon, la Jeep et diverses autres urgences. Par intuition, j'ai cherché dans mes emails les documents originaux relatifs à l'achat de la Jeep et à l'hypothèque du salon. Ce que j'ai découvert m'a donné un frisson. La Jeep était toujours entièrement à mon nom. Je n'avais jamais réellement transféré la propriété à Amanda comme j'avais eu l'intention de le faire, et l'hypothèque du salon me listait comme emprunteur principal avec Amanda comme partie secondaire. Juridiquement, le véhicule et la propriété commerciale m'appartenaient plus qu'à elle. J'ai également trouvé des relevés de cartes de crédit montrant qu'Amanda avait récemment fait des vacances de luxe à Miami avec son personnel de salon, chargeant plus de 10 000 $ sur le compte de l'entreprise que j'avais aidé à établir. Il y avait des achats dans des magasins haut de gamme, des soins de spa et des restaurants chers, tout cela alors qu'elle me disait que le salon ne faisait que couvrir ses frais. Au matin, épuisé et vidé émotionnellement, j'avais compilé une image complète de la tromperie de ma sœur. La femme qui m'avait publiquement humilié pour mon aide financière l'exploitait secrètement tout en niant l'existence. Alors que l'aube pointait à l'horizon de la petite ville, quelque chose s'est durci en moi. La douleur se transformait en autre chose, la résolution. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, je me suis assise les jambes croisées sur le lit, entouré d'impressions de documents financiers, d'accords juridiques et d'extraits des mensonges d'Amanda sur les réseaux sociaux. Mes yeux brûlaient à force de pleurer et de manquer de sommeil, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Toute ma vie d'adulte, j'avais agi par culpabilité et obligation. Travaillant 60 heures par semaine à New York pendant que ma sœur assistait au mariage de notre cousin, manquant l'opération de papa en concluant une transaction d'investissement majeure, je m'étais convaincu que le soutien financier pouvait remplacer la présence physique, que l'envoi de chèques équivalait à se présenter. Et comment Amanda avait-elle remboursé ce soutien par une humiliation publique et une trahison dans mon dos? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert mes contacts, mon doigt planant sur le nom d'Amanda. Que dirais-je? La douleur était trop vive. La trahison trop profonde pour une simple conversation à résoudre. Au lieu de cela, j'ai appelé le service juridique de mon cabinet et j'ai été mis en contact avec Patricia, notre conseillère principale, qui était devenue une amie au fil des ans. J'ai besoin de conseils sur une affaire personnelle, ai-je expliqué, décrivant la situation avec la Jeep et l'hypothèque du salon. Juridiquement, tu es sur des bases solides, a confirmé Patricia après avoir entendu les détails. Le véhicule est à ton nom, donc tu as tout à fait le droit de le reprendre. Quant à l'hypothèque, puisque tu es l'emprunteuse principale, tu peux certainement arrêter les paiements. Cependant, a-t-elle averti, cela affectera ton crédit si le prêt fait défaut. Je comprends, ai-je répondu, calculant déjà l'impact financier que je pouvais absorber par rapport au coût émotionnel de continuer à être utilisé. Ensuite, j'ai appelé la banque qui détenait l'hypothèque du salon et j'ai annulé les paiements automatiques de mon compte.
la représentante m'a informé que le prochain paiement était dû dans 10 jours, et sans cela, le prêt serait en souffrance. Pour la Jeep, j'ai contacté la société de leasing et expliqué que je voulais reprendre le véhicule actuellement utilisé par quelqu'un d'autre. Ils m'ont mis en relation avec un service de reprise qui pourrait récupérer le véhicule dès le lendemain. Où souhaitez-vous que nous l'amenions? Vendez-la, ai-je dit fermement. Je ne la veux pas en retour. Je veux juste qu'elle ne l'ait plus. Une fois les questions pratiques réglées, j'ai fait face à la partie la plus difficile, confronter Amanda. Après avoir envisagé et rejeté plusieurs approches, j'ai opté pour la plus simple. J'ai tapé un SMS. Amanda, j'ai annulé les paiements de l'hypothèque du salon et j'ai organisé la reprise de la Jeep. Les deux sont légalement à mon nom, et après tes commentaires hier soir, je suppose que tu ne veux plus de mon implication financière dans ta vie. Je reprends ce qui est légalement à moi. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir y repenser, puis j'ai immédiatement bloqué son numéro. Je savais ce qui allait suivre, la rage, les accusations, les tentatives de manipulation. Je n'avais aucun intérêt à entendre quoi que ce soit. En moins d'une heure, mon téléphone a explosé de notifications. Bien que j'ai bloqué Amanda, elle avait enrôlé d'autres personnes pour m'atteindre. Des messages de cousins, de papa, de maman, tous demandant ce qui se passait, pourquoi Amanda était hystérique, me suppliant de reconsidérer. J'ai envoyé une brève réponse factuelle à mes parents. Amanda a publiquement déclaré qu'elle n'avait pas besoin de mon argent. Je respecte ses souhaits en retirant mon soutien financier. La Jeep et le salon ont été achetés à mon nom avec mon argent. C'est une affaire personnelle entre sœurs que je préférerais régler en privé. Puis j'ai quitté l'hôtel et j'ai pris un vol matinal pour New York, incapable de leur faire face en personne. Dans l'avion, j'ai éteint mon téléphone, commandé un gin tonic et regardé par la fenêtre alors que la petite ville disparaissait en dessous de moi. De retour dans mon appartement de Manhattan, je me suis plongé dans le travail, déléguant à un associé la gestion de la communication avec la société de reprise et la banque. 3 jours après mon retour à New York, j'ai reçu la confirmation que la Jeep avait été programmée pour une reprise le lendemain matin et que la banque avait envoyé à Amanda un avis formel concernant le paiement d'hypothèque manqué. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Jackson, le mari d'Amanda, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Rosemary, s'il te plaît, appelle-moi, a-t-il écrit. C'est allé trop loin. Amanda ne pensait pas ce qu'elle a dit. Le salon est tout pour elle. Je l'ai supprimé sans répondre. Le lendemain matin, à 10h30 précise, l'agent de reprise a appelé pour confirmer qu'il était en route vers Blush & Blow Salon pour récupérer la Jeep dans le parking du personnel. J'ai approuvé l'action depuis mon bureau donnant sur Central Park, ressentant un étrange détachement alors que je signais des documents prévoyant les tendances du marché pour des clients fortunés. À 11h15, mon téléphone a sonné avec un numéro du Connecticut que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Est-ce Rosemary Wilson, a demandé une voix de femme. Oui, qui appelle? Ici Dr Jennifer Martinez de l'hôpital communautaire Riverside. Votre sœur Amanda Harris a été admise après s'être effondrée sur son lieu de travail. Vous êtes indiqué comme contact d'urgence. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Va-t-elle bien? Elle est stable, mais souffre d'anxiété extrême et d'une tension artérielle élevée. Elle a demandé à vous parler. J'ai fermé les yeux, visualisant la scène qui devait se dérouler, le camion de reprise. Arrivant au salon, la magnifique Jeep d'Amanda remorquée devant le personnel et les clients, son image parfaite de succès autodidacte s'effondrant en temps réel. Dites-lui que je rappellerai, ai-je dit finalement, puis j'ai raccroché. Au cours des 2 jours suivants, la situation s'est envenimée. Le directeur de la banque locale s'était personnellement rendu au salon pour discuter de la situation hypothécaire, rendant la crise financière publiquement connue dans la petite ville. 3 des coiffeuses d'Amanda ont démissionné en apprenant que l'entreprise pourrait fermer. Jackson a laissé des messages vocaux de plus en plus désespérés sur mon téléphone de bureau après avoir découvert l'étendue de leur précarité financière, révélant qu'Amanda lui avait caché d'où venait l'argent pour le salon et la Jeep. Elle m'a dit que c'était un petit prêt commercial, sa voix s'est cassée dans un message. Je n'avais aucune idée que tu nous portais toutes ces années. Peut-être le plus douloureux, papa a appelé pour dire qu'il était profondément déçu de moi. Quoi qu'elle ait dit, c'est ta sœur, a-t-il insisté. La famille ne fait pas ça à la famille. J'ai eu envie de demander où était cette loyauté familiale quand Amanda m'a humilié à son anniversaire, mais je suis restée silencieuse, le laissant me faire la leçon sur le pardon et la mesquinerie.
Une semaine après la reprise, j'ai reçu un SMS de Thomas. Tu es allé trop loin. Elle est brisée. Toute la ville en parle. Viens arranger ça. J'ai fixé ces mots pendant longtemps, sentant la première fissure dans ma résolution. Avais-je été trop loin? La destruction financière était-elle une réponse appropriée à l'humiliation publique et à la trahison privée? La femme d'affaires en moi disait que c'était simplement la correction d'un mauvais investissement. Mais la petite fille de 12 ans qui avait promis de prendre soin de sa petite sœur murmurait que j'avais échoué de manière fondamentale. J'ai plus tard reconstitué ce qui s'était passé au salon ce matin-là à partir de diverses sources, Thomas, le personnel de l'hôpital, et finalement Amanda elle-même. C'était un mardi, généralement l'un des jours les plus chargés chez Blush & Blow. Amanda venait de finir de poser des mèches sur Judith Miller, la femme du directeur de la banque et l'une des clientes les plus influentes du salon. La réception était complètement réservée pour la ruée du matin, 3 coiffeuses travaillant simultanément, la réceptionniste jonglant avec les appels téléphoniques, et Amanda elle-même passant d'un client à l'autre avec son énergie vive et signature. Personne n'a remarqué le camion de remorquage s'installer dans le parking arrière jusqu'à ce que Kai, l'assistante de shampoing, jette un coup d'œil par la fenêtre. Amanda, a-t-elle appelé, confuse. Je pense que quelqu'un est en train d'accrocher ta Jeep. Amanda s'est excusée de la chaise de Judith, les foiles toujours pendantes dans les cheveux de la cliente, et s'est précipitée vers la porte arrière. Elle est sortie dans le parking pour trouver un homme en uniforme gris attachant sa Jeep Cherokee blanche à un camion de remorquage. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-elle exigé. « C'est ma voiture. » Le préposé au recouvrement a à peine levé les yeux de son presse-papier. « Êtes-vous Amanda Harris ?»« Oui, que se passe-t-il ?» J'ai des ordres de reprendre ce véhicule au nom du propriétaire légal, Rosemary Wilson. Il lui a tendu un document. Les papiers sont en règle. Le véhicule n'a jamais été transféré à votre nom. À ce stade, plusieurs clients et membres du personnel s'étaient rassemblés à la porte arrière, observant la scène se dérouler. Amanda est restée figée, le papier tremblant dans sa main. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle insisté, la voix montant. Ma sœur me l'a donné il y a 2 ans. Le préposé au recouvrement a haussé les épaules. Le titre dit le contraire, madame. Je fais juste mon travail. Alors que la réalité s'enfonçait, le façade soigneusement construite d'Amanda commença à se fissurer. Sa respiration s'accéléra. Son visage rougit. Elle tendit la main vers son téléphone pour m'appeler, mais découvrit que mon numéro était toujours bloqué. « Vous ne pouvez pas la prendre » a-t-elle supplié. « J'ai besoin de ma voiture. J'ai des clients à l'intérieur. J'ai des livraisons à faire. Je vous suggère d'appeler le propriétaire » a-t-il répondu en montant dans le camion de remorquage. Amanda a regardé impuissante alors que sa Jeep, le symbole visible de son succès pour tout le monde en ville, était emportée. Elle s'est retournée pour trouver tout son personnel et plusieurs clients la regardant avec confusion et inquiétude. Judith Miller s'est avancée. « Amanda, était-ce ta voiture qui était reprise? Tout va bien avec le salon ?» La question a frappé la peur la plus profonde d'Amanda, l'exposition publique de sa dépendance financière. Alors que tous les yeux étaient braqués sur elle, attendant une explication, le récit soigneusement construit de son succès indépendant s'est complètement effondré. Je ne peux pas respirer, a-t-elle haleté, se serrant la poitrine. Ses jambes ont fléchi sous elle et elle s'est effondrée sur l'asphalte du parking. Thomas, qui passait par là en se rendant au travail, a été témoin d'Amanda étant chargée dans une ambulance. 20 minutes plus tard, le salon était dans le chaos, les clients avec des services capillaires à moitié terminés laissés à la dérive. À l'hôpital, Amanda a été diagnostiquée avec une crise d'anxiété aiguë. Sa tension artérielle avait grimpé dangereusement haut, et le médecin a recommandé une observation pendant la nuit. Jackson est arrivé confus et effrayé, ayant reçu des messages textes critiques du personnel du salon sur Amanda qui s'effondrait et perdait tout. Le soir venu, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. La Jeep d'Amanda reprise, des rumeurs sur le salon confronté à une saisie, des murmures sur des problèmes financiers cachés. Pour une propriétaire de petite entreprise dont la réputation était bâtie sur une image de succès, c'était dévastateur. Le lendemain matin a apporté de mauvaises nouvelles. La banque a délivré un avis formel de retard hypothécaire à la fois au salon et à leur adresse de domicile. Sans mes paiements mensuels, Amanda et Jackson n'avaient aucun moyen de couvrir les $6 000 d'hypothèque par eux-mêmes. 2 autres coiffeuses ont donné leur préavis.
Après avoir entendu des rumeurs que le salon pourrait fermer, ne voulant pas risquer leur propre sécurité financière, les clients ont commencé à annuler leurs rendez-vous, soit par gêne, soit par peur de payer pour des services qui pourraient ne pas être terminés si l'entreprise fermait en cours de service. Papa s'est rendu à l'hôpital, trouvant Amanda recroquevillée sur le côté, le dos tourné à la porte. Elle avait refusé de manger son petit déjeuner et ne parlait pas aux infirmières. « Qu'est-il arrivé avec ta sœur » a-t-il demandé doucement en s'asseyant à son chevet. « Elle me détruit » a murmuré Amanda, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Elle prend tout. » Maman est arrivée plus tard, apportant des vêtements propres et le plat réconfortant préféré d'Amanda, bien qu'il soit resté intact sur la table d'appoint. La famille s'est fracturée le long des lignes de loyauté. Papa en colère contre moi pour ma cruauté. Maman déchirée entre ses filles, des membres de la famille élargie prenant parti dans le drame. Jackson, pendant ce temps, a découvert l'étendue de leur enchevêtrement financier avec moi pour la première fois. Les relevés bancaires ont révélé des années de paiements hypothécaires provenant directement de mon compte. Les documents de prêt montraient mon nom comme garant de chaque achat majeur. Le plan d'affaires du salon que j'avais aidé à créer et financer a été trouvé dans le bureau à domicile d'Amanda. « Pourquoi m'as-tu menti » a-t-il exigé lors d'une confrontation tendue dans la chambre d'hôpital. « Tu m'as dit que nous faisions ça par nous-mêmes. »« Je ne voulais pas que tu penses que j'étais un échec » a avoué Amanda entre deux sanglots. « Tout le monde s'attend à ce que je sois parfaite, que je réussisse comme Rosemary. Alors tu m'as menti, à ton personnel, à tout le monde. » Leur mariage, déjà tendu par le stress financier, menaçait de devenir une autre victime de l'effondrement d'Amanda. Au 5e jour, Amanda est sortie de l'hôpital, mais a refusé de retourner au salon. Elle est restée à la maison, les stores baissés, ignorant les appels de clients inquiets et de fournisseurs impayés. Les 7 employés de Blush & Blow faisaient face à des avenirs incertains alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles l'entreprise ne survivrait pas au mois. Thomas est finalement intervenu avec son SMS. « Tu es allé trop loin. Elle est brisée. Tout le monde en parle. Viens régler ça. » J'ai fixé ces mots pendant longtemps, sentant la première fissure dans ma résolution. Avais-je été trop loin? La destruction financière était-elle une réponse appropriée à l'humiliation publique et à la trahison privée? Le reste de la nuit, je me suis assise seule dans mon appartement de Manhattan, entouré des attributs du succès qui m'avaient coûté tant de connexions familiales, de relations personnelles, la simple joie d'appartenir. La vengeance que j'avais recherchée semblait maintenant creuse, entachée par la connaissance que j'avais effectivement détruit non seulement la fierté d'Amanda, mais aussi les moyens de subsistance d'employés de salon innocents et la stabilité de son mariage. Pour la première fois depuis l'humiliation de la fête d'anniversaire, je me suis autorisé à pleurer sans retenue, pas pour la sœur qui m'avait trahi, mais pour la petite fille à qui j'avais promis un jour de la protéger. 3 jours après avoir reçu le SMS de Thomas, j'ai demandé une semaine de congé personnel à mon cabinet, chose que je n'avais jamais faite en 8 ans d'emploi. Mon patron, sentant quelque chose d'important dans ma demande atypique, l'a approuvé sans question. « Prends le temps dont tu as besoin », a-t-il dit, l'inquiétude évidente dans sa voix. Les marchés seront toujours là à ton retour. J'ai réservé un vol de retour pour le Connecticut, cette fois sans avertir personne de mon arrivée. L'avion s'est posé un mardi après-midi pluvieux. Le temps sombre correspondant à mon humeur incertaine, j'ai loué une autre berline discrète et j'ai séjourné dans un autre hôtel, toujours en train de traiter exactement ce que j'avais l'intention de faire. Après avoir pris une douche et m'être changé pour un jean et un simple pull, évitant délibérément ma tenue d'affaires habituelle, je me suis dirigé vers l'hôpital communautaire Riverside. Bien qu'Amanda ait été admise, je savais que papa y serait pour son service de bénévolat hebdomadaire à la bibliothèque des patients, une activité de retraite qu'il avait commencé l'année précédente. Je l'ai trouvé en train de ranger des romans en gros caractères, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Il avait l'air plus âgé d'une certaine manière, les événements des 2 dernières semaines gravés dans de nouvelles lignes sur son visage. « Papa » ai-je dit doucement. Il s'est retourné, la surprise puis la méfiance traversant ses traits. « Rosemary, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pouvons-nous parler ?» J'ai fait signe vers un petit coin salon dans le coin de la bibliothèque. Il a hésité avant de hocher la tête brièvement et de me suivre. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. La distance entre nous semblait plus grande que la petite table qui nous séparait. « Comment va-t-elle » ai-je demandé. « Comment crois-tu » Sa voix était inhabituellement froide. Elle ne peut pas montrer son visage en ville. Le salon est sur le point de fermer.
Elle mange à peine depuis des jours. J'ai absorbé sa colère, comprenant sa source. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Vraiment? Car de là où je suis assis, il semble que tu aies délibérément cherché à détruire la vie de ta sœur à cause d'un commentaire passionné lors d'une fête. J'ai pris une profonde inspiration. As-tu jamais demandé pourquoi elle a dit ces choses? As-tu jamais remis en question pourquoi elle rejetterait publiquement mon aide financière tout en continuant à l'accepter en privé? L'expression de papa a vacillé légèrement. Elle était contrariée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Pendant des années, ai-je continué calmement. Amanda a dit à tout le monde, y compris à toi, qu'elle a bâti son entreprise entièrement toute seule. Elle a nié mon implication tout en m'extorquant des centaines de milliers de dollars. Elle m'a dépeinte comme une sœur froide et absente qui essaie d'acheter l'affection tout en encaissant mes chèques. Papa s'est décalé inconfortablement. Ça ne peut pas être vrai. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des captures d'écran des publications d'Amanda sur les réseaux sociaux. Entrepreneuse autodidacte. Pas de passe-droit nécessaire, aux côtés de photos de la Jeep que j'avais achetée et du salon que j'avais financé. Elle voulait juste sauver la face, a-t-il argumenté faiblement. Personne ne veut admettre qu'il a besoin d'aide. Il y a une différence entre la vie privée et la tromperie, ai-je rétorqué. Elle m'a humilié devant toute notre famille pour avoir fourni un soutien financier qu'elle avait activement recherché et continué d'accepter. Puis j'ai découvert qu'elle mentait à tout le monde, y compris à son mari, sur l'origine de l'argent. Papa a retiré ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Même si c'est vrai, cette approche de terre brûlée est-elle vraiment la solution? L'argent est-il plus important que la famille? La question touchait au cœur de mon conflit. C'est exactement la question, papa. L'argent est-il plus important que le respect? Que l'honnêteté? J'ai donné à Amanda tout ce qu'elle a demandé, sans jamais attendre de remboursement, seulement une appréciation et une reconnaissance de base. Au lieu de cela, elle a profité de mon absence pour créer un récit où je suis le méchant et elle est le héros travailleur. Nous sommes restés en silence pendant de longs moments. Le poids des années d'incompréhension et d'attentes inexprimées planait entre nous. Va la voir, a finalement dit papa. Quoi qu'il y ait de cassé entre vous deux, réparez-le, face à face, pas par banque et société de recouvrement. J'ai hoché la tête, sachant qu'il avait raison. Où reste-t-elle? À la maison. Jackson dort sur le canapé de Thomas pour l'instant. J'ai conduit lentement dans les rues familières de ma ville natale, passant devant le lycée où j'avais été major de promotion, devant la banque où j'avais ouvert mon premier compte d'épargne à 16 ans, devant le glacier où Amanda et moi partagions souvent nos dimanches après mon admission à l'université. La modeste maison de plein pied d'Amanda et Jackson paraissait inchangée de l'extérieur, bien que la Jeep blanche soit visiblement absente de l'allée. Je me suis garé dans la rue et j'ai approché la porte d'entrée avec un mélange de détermination et d'appréhension. Mon cou a longtemps resté sans réponse que j'ai pensé qu'elle m'ignorait peut-être. Finalement, la porte s'est entr'ouverte pour révéler ma sœur, presque méconnaissable par rapport à la propriétaire de salon poli que j'avais vue 2 semaines plus tôt. Ses cheveux pendaient mous et non lavés, des cernes ombrageaient ses yeux, et elle portait un sweatshirt trop grand qui engloutissait sa silhouette. « Vous venez pour constater les dégâts ?» a-t-elle demandé, la voix éraillée par les pleurs ou l'inaction. Puis-je entrer? Elle s'est écartée sans un mot, me conduisant dans un salon encombré de contenants de nourriture à emporter et de mouchoirs jetés. Les stores étaient baissés, jetant une lumière grise et faible sur la pièce. « Je suppose que vous venez prendre la maison aussi », a dit Amanda en se recroquevillant dans le coin du canapé. Autant achever la destruction. Je ne suis pas venu prendre quoi que ce soit, ai-je répondu, restant debout. Je suis venu comprendre pourquoi. Pourquoi? Quoi? Pourquoi as-tu rejeté publiquement mon aide tout en y dépendant en privé? Pourquoi as-tu créé cette fiction sur être autodidacte alors que tu connaissais la vérité? Pourquoi m'as-tu trahi après tout ce que j'ai fait pour toi? Le rire d'Amanda était amer. Tout ce que tu as fait pour moi. C'est tout ce dont on parle. Sainte Rosemary et sa générosité. As-tu la moindre idée de ce que c'est de vivre dans ton ombre? La sœur qui réussit, la plus intelligente, la plus responsable. Je n'ai jamais cherché la reconnaissance, ai-je dit doucement. C'est encore pire, s'est-elle exclamée soudainement animée. Ton martyre silencieux, ta souffrance tranquille pendant que tu écris chèque après chèque. Ne t'inquiète pas de me rembourser, Amanda. À quoi servent les sœurs, Amanda? Chaque dollar,
un rappel que tu as réussi et que j'ai échoué. Je me suis assise en face d'elle, essayant de voir la situation à travers ses yeux. Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. J'essayais juste d'aider. Aider implique que l'autre personne l'a demandé, a-t-elle rétorqué. Après un certain temps, ton aide a commencé à ressembler à du contrôle, comme si je ne pouvais jamais échapper à ma condition de bénéficiaire de ta charité. Alors, tu as décidé de prétendre que l'aide n'existait pas du tout. De mentir à tout le monde sur l'origine de ton succès. Ses yeux ont baissé vers ses mains. Je voulais quelque chose qui m'appartienne. Quelque chose que j'ai accompli sans le toucher doré de Rosemary Wilson. Est-ce si mal? Les mensonges étaient mal, ai-je dit fermement. M'humilier devant notre famille était mal. Prendre mon argent tout en niant ma contribution était mal. Nous sommes restés dans un silence tendu, des années de ressentiments inexprimés et d'incompréhension remplissant l'espace entre nous. Je ne peux pas te rendre la Jeep, ai-je finalement dit. Elle a été vendue, et je ne peux pas simplement reprendre les paiements de l'hypothèque du salon sans condition. Alors, c'était juste un jeu de pouvoir, a ricané Amanda. Tu es là pour négocier ma reddition. Non, j'ai secoué la tête. Je suis là pour offrir un chemin à suivre qui nous respecte toutes les deux. Je vais aider à restructurer la dette du salon, mais seulement si tu reconnais publiquement d'où vient le financement. Plus de mensonges, Amanda. Plus de prétentions. Alors, je dois m'humilier pour sauver mon entreprise. Tu dois être honnête, ai-je corrigé. Avec toi-même, avec Jackson, avec tous ceux qui ont cru en ton mythe d'autodidacte. Ce n'est pas une humiliation de reconnaître l'aide. C'est une humiliation d'être pris dans un mensonge. Le visage d'Amanda s'est effondré, le masque enfin complètement brisé. Je déteste devoir t'avoir eu besoin, a-t-elle sangloté. Je déteste que tu aies pu partir et réussir pendant que je restais et que je luttais. Je déteste que toute notre famille te regarde avec tant de fierté pendant que je ne suis que la jolie qui s'est mariée jeune et qui coiffe. Pour la première fois, j'ai vu clairement comment mon succès financier avait créé une prison pour nous deux. Amanda piégée dans le ressentiment et la dépendance. Moi piégé dans l'obligation et l'absence. Je ne suis pas heureuse, ai-je admis, me surprenant moi-même avec cette confession. J'ai de l'argent et du succès professionnel, mais je n'ai pas de vraie relation. Personne ne m'aime pour moi-même plutôt que pour ce que je peux fournir. Amanda a levé les yeux, une surprise sincère sur son visage taché de larmes. Mais tu as tout. J'ai des choses, ai-je corrigé. Pas tout, pas les choses qui comptent. À ce moment, quelque chose a changé entre nous. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de la compréhension. Au cours du week-end suivant, Amanda et moi avons commencé le douloureux processus de reconstruction, non seulement de son entreprise, mais aussi de notre relation. Le chemin à parcourir n'était ni rapide ni facile. Mais il a commencé par un élément essentiel, la vérité. D'abord, Amanda a convoqué une réunion du personnel au salon, qui avait fonctionné à heure réduite en raison de l'incertitude. Les mains tremblantes mais la voix ferme, elle a expliqué la réalité de la situation. Je n'ai pas été honnête avec vous, a-t-elle dit aux 5 employés restants. Ce salon a été en grande partie financé par ma sœur. Les problèmes récents sont survenus parce que j'ai trahi sa confiance et que j'ai déformé notre arrangement financier. Je m'excuse d'avoir mis vos moyens de subsistance en danger à cause de ma fierté. Vint ensuite une conversation difficile avec Jackson, où Amanda a révélé toute l'étendue de sa dépendance financière à mon égard et de sa tromperie délibérée concernant notre arrangement. Leur mariage avait été tendu jusqu'au point de rupture, mais cette honnêteté douloureuse a créé la possibilité d'une réparation. Je ne me soucie pas de l'argent, lui a dit Jackson. Ce qui me préoccupe, c'est que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour me dire la vérité. Pour ma part, j'ai contacté la banque et j'ai organisé la restructuration de l'hypothèque du salon avec un changement important. Bien que je garantisse le prêt, les paiements mensuels proviendraient des comptes du salon, pas du mien. J'ai travaillé avec Amanda pour créer un plan d'affaires réaliste qui permettrait au salon de devenir véritablement autosuffisant en 18 mois. Ce n'est pas un renflouement, ai-je expliqué à Amanda pendant que nous examinions les chiffres. C'est un investissement dans ton indépendance. Je vais t'aider à te tenir sur tes propres pieds, pas à te porter indéfiniment. Au lieu de simplement envoyer des chèques, je suis devenue conseillère commerciale pour ma sœur, utilisant mon expertise financière pour l'aider à comprendre la trésorerie, les marges bénéficiaires et la croissance durable. Pour la première fois, notre relation impliquait le partage de connaissances plutôt que seulement de l'argent.
Amanda a vendu ses sacs à main de créateurs et ses articles de luxe pour contribuer au fonds de redressement du salon. Elle a déplacé l'entreprise vers un endroit plus abordable, se concentrant sur un service de qualité plutôt que sur une adresse prestigieuse. Le plus important, elle a arrêté de faire semblant sur les réseaux sociaux, remplaçant les images de succès soigneusement sélectionnées par des publications honnêtes sur la reconstruction d'une entreprise et l'apprentissage de leçons difficiles. La transformation ne s'est pas faite sans revers. Amanda a perdu certains clients qui avaient été attirés par l'image exclusive du salon. Elle a été confrontée à des questions inconfortables de la part des citadins qui avaient cru à son récit d'autodidacte. Il y a eu des nuits où elle m'a appelé en pleurant, se demandant si elle pourrait reconstruire ce que sa fierté avait détruit. Tu peux, l'ai-je assuré. Mais tu construiras quelque chose de différent cette fois, quelque chose de réel. Quant à moi, j'ai aussi fait des changements. J'ai réduit mes heures de travail au cabinet, utilisant mon temps de vacances accumulé pour visiter le Connecticut mensuellement plutôt qu'annuellement. J'ai arrêté d'essayer de résoudre chaque problème familial avec mon chéquier et j'ai commencé à les résoudre avec ma présence à la place. 6 mois après la fatidique fête d'anniversaire, nous nous sommes retrouvés pour célébrer le demi-anniversaire de papa. Une nouvelle tradition que nous avions créée pour symboliser notre nouveau départ. Le rassemblement était plus petit, les cadeaux plus modestes, mais les liens plus authentiques. Pas de voyage en Europe cette fois, ai-je dit à papa avec un sourire, lui remettant une mouche de pêche que j'avais choisie à la main dans une boutique locale. Juste une promesse de te rejoindre au lac le mois prochain. Son sourire m'a dit que ce cadeau signifiait plus que des billets de première classe jamais ne le pourraient. Quant à Amanda et moi, nous construisions un nouveau type de sororité, basé sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Le processus était inconfortable, nous obligeant toutes les deux à affronter des vérités douloureuses sur nous-mêmes. Je suis désolé de t'avoir réduite à ton compte bancaire, a dit Amanda un soir alors que nous partagions un verre de vin sur son porche arrière. Tu es tellement plus que ton argent. Et je suis désolé d'avoir essayé de me sortir de l'implication réelle avec mon argent, ai-je répondu. Certaines choses ne peuvent pas être externalisées, peu importe à quel point tu réussis. La leçon la plus profonde est venue de manière inattendue lors d'une réunion d'affaires de routine au salon. Amanda passait en revue les bénéfices mensuels, qui étaient modestes mais en croissance sous le nouveau modèle d'affaires. J'ai gagné ça, a-t-elle dit doucement, passant son doigt sur le nombre positif en bas du tableur. Pas beaucoup, mais c'est vraiment à moi. La fierté dans ses yeux était différente d'avant, pas défensive ou performative, mais authentique et durement gagnée. À ce moment-là, j'ai réalisé que parfois le plus beau cadeau que nous puissions faire à ceux que nous aimons n'est pas de résoudre leurs problèmes, mais de leur permettre la dignité de les résoudre eux-mêmes. J'avais passé ma vie d'adulte à essayer de tenir une promesse d'enfance de prendre soin de ma sœur, sans jamais réaliser que le vrai soin implique de soutenir la croissance plutôt que de créer la dépendance. En essayant d'épargner à Amanda les difficultés financières, je lui avais involontairement refusé l'opportunité de développer sa propre force et sa résilience. Le véritable amour, ai-je finalement compris, n'est pas d'enlever les obstacles sur le chemin de quelqu'un. C'est de croire qu'ils ont la capacité de surmonter ces obstacles même avec un soutien approprié plutôt que de les secourir. Aujourd'hui, ma relation avec Amanda est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, bâtie sur un fondement d'honnêteté qui fut douloureux mais nécessaire. Le salon est plus petit mais rentable, vraiment le sien d'une manière que la version précédente ne l'a jamais été. Je suis toujours généreuse avec ma famille, mais ma générosité prend maintenant des formes différentes, le temps, l'attention, la connaissance, et occasionnellement le soutien financier avec des limites et des attentes claires. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer d'aider quelqu'un d'une manière qui l'a en fait blessé à long terme? Parfois, les frontières les plus difficiles à établir sont avec ceux que nous aimons le plus, mais ces frontières pourraient être le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Aimez, abonnez-vous, et partagez vos propres histoires de leçons familiales difficiles dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous les commentaires et j'aimerais savoir comment vous avez navigué dans des situations similaires dans votre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que le véritable soutien donne aux autres les moyens de se tenir debout plutôt que de les porter indéfiniment.